Bonjour à tous et bonjour à vous, messieurs les officiers généraux. Merci d'être là ce matin avec nous. Alors on va parler actualité, contexte et sécurité globale. Général Schill, vous êtes le chef d'état-major de l'armée de terre française. À vos côtés, vous avez votre homologue italien, le général Carmine Masiello. Et ici, nous avons le général-major Jean-Paul Bonnier. Merci, messieurs, en tout cas, d'être là avec nous. Et puis, merci aussi de parler français. C'est quand même plus simple pour nous. En ce qui concerne l'actualité du salon, Général Schill, qu'est-ce que vous retenez, en fait, de cette édition-là? Ça fait le 3e jour. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition 2024 ? Bonjour, donc ce que je retiens de cette édition 2024, c'est d'abord le succès du nombre de visiteurs, d'exposants, etc. Mais plus précisément dans mon domaine, c'est qu'il y a vraiment un moment pour le monde compte tenu de l'évolution de la situation géopolitique. Et ce moment, il se traduit concrètement par ce qui est présenté. Et pour nous, industrie française, armée de terre française, c'est finalement la coexistence d'un très grand programme qui s'appelle Scorpion, qui est un programme qui a été élaboré depuis plusieurs années, qui arrive aujourd'hui dans nos forces avec des véhicules comme le Griffon, le Jaguar, le Serval, le système de communication. Et puis aujourd'hui, c'est votre grande journée. Et aujourd'hui, c'est la journée de présentation de l'armée de terre sur le salon spécifiquement. Et donc ce grand programme très important qui équipe les forces aujourd'hui. Et en parallèle et en face, et c'est physiquement visible sur le stand, le bouillonnement de l'innovation. Et ce bouillonnement de l'innovation, il est en particulier sur les drones. Des drones aériens jusqu'à des drones qui ressemblent à des avions, mais aussi une multitude de drones aériens, de drones terrestres, de déminage. Et cette coexistence entre Scorpion, donc des grands programmes, et cette innovation, notamment à travers les drones, c'est vraiment ce qui me semble marquer l'actualité du salon. Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes arrivé hier, m'avez-vous dit? Vous avez eu le temps de faire un peu un tour Oui, c'est correct. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a un nombre très impressionnant de représentants de l'industrie de défense. Presque tout le monde est représenté ici sur le salon. Donc, c'est une mine d'informations absolument fantastique, de 1. De 2, comme le général Schill l'a dit, je pense qu'il faut tenir compte du contexte géopolitique et tirer les enseignements du conflit en Ukraine, du conflit à Gaza, et donc voir comment on peut évoluer dans différents domaines, comme par exemple la lutte anti-drone, la guerre électronique au plus bas niveau, etc. Et vous alors, général, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez pu voir de cette édition 2024 ? Alors, je viens assez souvent à Rosatori. C'est un événement, je dirais, le plus grand événement en Europe de ce genre. Alors, quand je suis arrivé hier, la première chose que j'ai fait, j'ai pensé à ce qui était à Rosatori il y a 2 ans. Oui. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en 2 ans, en regardant ce qu'il y a dans les stands, c'est vraiment la capacité, la rapidité que les industries de défense ont démontré à développer ce dont on a besoin pour les nouveaux scénarios. Donc c'était un changement très rapide. Mon homologue français appelait des drones, des luttes anti-drones. Donc il y a vraiment une très grande rapidité, une capacité de réaction qui est remarquable. Et ça m'a vraiment frappé. Et hier, et je le souligne, pour l'armée de terre italienne, on a présenté avec Leonardo le nouveau hélicoptère d'attaque qui sera l'hélicoptère du multidomaine 2040-2050. Alors justement, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, on a vu l'Europe réagir dans ce contexte particulier. Alors Général Schill, on voit une Union européenne très active et puis on voit aussi que les partenariats militaires binationaux, multilatéraux avec nos voisins européens apparaissent finalement comme nécessaires, incontournables. Comment vous diriez ? Je pense que les partenariats avec nos alliés et nos partenaires de l'Union européenne sont indispensables. Voilà. Indispensables parce que finalement, la menace à laquelle nous avons à faire face est une menace sur l'ensemble du continent. Et donc la défense face à cette menace à l'est du territoire européen, elle ne se conçoit que dans la coalition, elle ne se conçoit qu'ensemble. L'imaginer dans une sorte de face-à-face de chacun des pays face à un adversaire à l'est serait un non-sens. Oui. Donc la coalition,
elle est primordiale. Alors cette coalition, elle se bâtit dans sa globalité, hein, c'est la question de l'OTAN et peut-être qu'on pourra y revenir, mais c'est aussi une question de relations bilatérales entre chacun des pays, parce que finalement, ces relations, elles dépendent aussi de la situation de chacun de nos pays, de sa taille, de son industrie de défense. Ici, nous avons un exemple qui est évidemment extrêmement prometteur et qui marche très très bien, qui est ce partenariat avec la Belgique, oui, Camo. à travers notamment le partenariat industriel qui s'appelle Camo, et qui est Pour capacité. donc capacité motorisée, Voilà. c'est-à-dire que nous acquérons ensemble Oui. les capacités de combat de ces brigades médianes, enfin donc capacité de combat. C'est certes un programme industriel, mais c'est aussi et surtout une coopération entre deux armées de terre sur les équipements, mais aussi sur les doctrines, sur la façon de s'organiser, sur une communalité dans l'instruction des cadres, des soldats. Et puis c'est un projet d'être engagés ensemble. Et c'est le cas actuellement en Roumanie. Nous sommes déployés ensemble en Roumanie. Autre exemple de partenariat qui est un partenariat finalement différent, parce que c'est normal, nous sommes des pays différents, Oui. c'est avec l'Italie. Oui. L'Italie est un grand pays du sud de l'Europe, comme la France est un grand pays du sud de l'Europe, avec une histoire militaire et une histoire d'engagement, notamment au sud de l'Europe et dans la Méditerranée, qui est très ancienne. Et donc là, nous avons un partenariat qui est beaucoup plus basé finalement sur cette mise à profit des engagements passés ensemble, de cette attention au flanc sud de l'Europe, de façon à non seulement pouvoir nous engager ensemble, mais aussi pouvoir être ensemble sur des grandes unités, divisions. Nous allons échanger des généraux cet été entre nos deux divisions, et bâtir éventuellement sur le plan capacitaire, c'est-à-dire des équipements. Et il y a eu une signature, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a eu une signature d'une feuille de route capacitaire aussi. Oui, ça. Donc ce partenariat ou ces partenariats, ils se traduisent par une volonté commune, mais aussi par finalement le fait d'écrire ce que nous voulons faire ensemble. Et donc avec l'armée de terre italienne, nous avons défini une feuille de route pour tracer les perspectives des prochaines années, opérationnel, mais aussi capacitaire. Alors on va rester avec vous, on va rester en Italie. Général Masiello, avec ce contexte sécuritaire particulier, quelle est l'importance de ce qu'on appelle le flanc sud de l'Europe? Merci. Permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon ami Pierre. Je pense que les militaires sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour cette intégration européenne, pour la défense européenne et pour donner l'importance à une coopération entre nous. Maintenant, on travaille beaucoup sur les relations personnelles, oui, qui aident beaucoup dans ces situations. Donc je pense qu'on a démontré vraiment du côté militaire de s'être engagé au maximum pour une intégration européenne, parce qu'on comprend ce que ça veut dire. Maintenant, c'est plutôt les industries qui devraient s'intégrer, donc il faut faire des efforts pour faire intégrer les industries de défense européennes, et puis bien sûr il y a le côté politique. Nous, on fait des gros efforts pour pousser les industries à travailler ensemble. Et cela, par exemple, en écrivant cette route capacitaire dont on parlait, le seul fait d'identifier des exigences opérationnelles communes, des capacités communes, donne la possibilité aux industries de travailler ensemble. Retenons en flanc sud, merci pour la question. L'Italie, on en parle beaucoup. Donc, chaque fois qu'il y a la possibilité, on souligne cet aspect, parce que l'actualité est bien sûr tournée vers le flanc est, qui en ce moment est d'actualité et bien sûr assez dangereux. Mais comme mon ministre de la Défense, Crosetto, dit toujours, il faut s'occuper de l'Afrique avant que l'Afrique s'occupe de nous. Dans le sens que, tôt ou tard, il faudra gérer le problème du flanc sud. Donc nous, on fait un gros effort partout dans l'Europe, dans l'OTAN, pour souligner l'importance de l'Afrique. Pas s'occuper de l'Afrique, donc du flanc sud en général, voudra dire en futur devoir s'occuper des problèmes comme flux migratoires, terrorisme, trafic d'armes, et ainsi de suite.
Donc ce que nous soulignons, c'est toujours le fait qu'il faut y être ensemble. Et il faut profiter, moi j'étais toujours à Pierre, j'ai besoin de la connaissance française de l'Afrique. Oui. Parce que la France, c'est le pays en Europe qui connaît mieux l'Afrique par rapport aux autres. Donc il faut travailler ensemble. L'Italie a lancé un plan, le plan Mattei. Oui. C'est un plan de développement économique. C'est un plan de développement économique qui a été lancé de l'Italie, mais qui demande bien sûr une volonté européenne, parce qu'il faut des ressources européennes pour pouvoir gérer ce plan. Et nous espérons que les partenaires européens nous suivront dans cette initiative. Tout à l'heure, vous parliez de relations personnelles. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Oh, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on se voit assez souvent et on change beaucoup d'idées. Et je pense que c'est une relation qui ira assez loin. Ah, on va suivre ça alors. Major général, donc le général Schill en parlait tout à l'heure. Depuis 2018, il me semble, la France et la Belgique ont noué donc ce partenariat particulier, le CAMO. Pour vous, quelle est son importance? Est-ce que c'est si essentiel que ça? C'est clairement essentiel pour la Belgique. Oui. Donc ce partenariat qui a en effet été signé en 2018, ce sont beaucoup plus que des véhicules par exemple. Oui. CAMO, ce sont aussi des formations communes à l'armée de terre française, la composante terre belge. C'est aussi des exercices en commun. Ouais. C'est aussi une doctrine, donc la façon d'employer les forces sur le terrain qui est totalement identique. Ce sont des opérations en commun, si le niveau politique en décide ainsi, comme nous sommes également pour l'instant présents en Roumanie, mais aussi et surtout c'est une interopérabilité que l'on qualifie de native. Donc dès le développement, nous sommes totalement interopérables en termes de SIC, en termes de munitions. Le but avoué, c'est de pouvoir venir, par exemple, avec une compagnie belge qui se met aux ordres d'un régiment français et tout le monde se parle et tout le monde peut échanger des données en, disons, 10 minutes, un quart d'heure, sans pause tactique, sans coordination supplémentaire. C'est du jamais vu au sein des forces européennes. Donc ce partenariat, il est profond, il est tout à fait essentiel pour la Belgique. Nous progressons maintenant ensemble. Nous allons encore l'approfondir. De quelle façon? Nous allons encore l'approfondir avec plus de matériel en commun. Donc nous avons des projets pour acquérir le Serval également. Oui. Nous avons des projets pour acquérir une capacité de défense solaire ensemble. Donc tout ça va venir se rajouter à ce que nous avons déjà en commun, c'est-à-dire les Griffons, les Jaguars, les Césars. Le Serval, par exemple, vous serez livré à peu près au même moment ou comment ça va se passer? Donc, le contrat de Serval n'est pas encore signé du côté de la Belgique. D'accord. Mais pour les Griffons, donc l'armée de terre est déjà livrée. Les premiers Griffons belges arriveront l'année prochaine, déjà. Les premiers Jaguars en 2026 et nos Césars en 2027. Combien de Césars? 28 Césars. Et 24 MEPAC aussi. Donc tout ceci arrivera en temps et en heure afin d'avoir une unité de niveau brigade tout à fait cohérente et complète sur base des véhicules Scorpion que nous allons donc intégrer dans le projet CAMO, capacité motorisée. Donc c'est un programme tout à fait essentiel pour la Belgique. J'espère que ça va faire tache d'huile, vu l'approfondissement de ce partenariat. La preuve en est que le Grand-Duché de Luxembourg va acquérir également des Jaguars. Donc nous sommes en train également d'attirer d'autres pays, d'autres nations dans ce partenariat. Et qui sait, ce sera peut-être l'embryon d'une force européenne un jour, sur base d'une interopérabilité qui n'a encore jamais été atteinte jusqu'ici. Rappelez-nous combien de soldats belges sont en Roumanie actuellement? Donc pour l'instant, la Belgique a 300 soldats belges intégrés au dispositif Aigle, au dispositif français en Roumanie. Général, et nous, rappelez-nous le nombre de soldats français qui sont en Roumanie avec, Donc, en Roumanie, nous avons un bataillon, c'est-à-dire à peu près 1 millier de soldats français, et donc cette compagnie belge qui est intégrée à ce bataillon. Et ils sont là jusqu'à... Il y a une relève bientôt ou...
Alors, ce sont des unités qui sont déployées de manière ce qu'on appelle tournante, c'est-à-dire que les soldats sont relevés régulièrement. Donc là, les rotations continuent à se faire. Maintenant, l'engagement de ce volume de force en Roumanie, pour l'instant, il est envisagé comme stable, même si en 2025, l'an prochain, nous allons mener un exercice de très grande ampleur qui s'appelle Dacian Spring 2025, au cours duquel nous allons démontrer la France, mais la Belgique et le Luxembourg, parce qu'il y a aussi quelques soldats luxembourgeois qui sont intégrés dans la compagnie belge. Nous allons démontrer que nous sommes capables de déployer jusqu'à une brigade, c'est-à-dire plusieurs milliers d'hommes en Roumanie, prêts à combattre. Ça fait partie des démonstrations de l'OTAN sur son flanc Est. Pour 2025, vous avez dit. En 2025, nous allons faire cette démonstration. Alors là, il y a des partenariats bilatéraux et multilatéraux, et puis il y a aussi l'échelon de l'OTAN. On voit que l'OTAN réforme en profondeur, en fait, depuis 2 ans maintenant, ses mécanismes pour être encore plus réactif. Et il y a ce qu'on appelle le NFM, NATO Force Model. Quelles sont les principales lignes de cette force ? Donc, l'OTAN s'oriente maintenant clairement vers des missions de défense collective qui relèvent de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Donc, on passe d'un paradigme sécurité collective, réponse aux crises, vers des missions de guerre conventionnelle, je dirais, qui nécessitent bien sûr un volume de force qui est supérieur par rapport à maintenant, mais dont le but principal est de dissuader. La meilleure façon de dissuader un adversaire, d'après moi, c'est de projeter des volumes de force importants sur le flanc est du territoire de l'OTAN et de mener des exercices en commun. Oui. Dissuader, c'est montrer que nous sommes prêts. Montrer ses muscles. Exactement. Et montrer que nous sommes prêts ensemble, que nous sommes donc tout à fait capables de mener des opérations en commun. Je pense que c'est la meilleure façon de dissuader. Je pense que l'OTAN fait ce qu'elle doit faire dans le cadre de la guerre en Ukraine. Je pense aussi que des plans sont en train de se développer pour accueillir des forces qui viendraient d'Amérique dans nos ports atlantiques et de les faire transiter vers l'Est. Donc ces plans sont en cours de développement. Ça montre clairement la détermination de l'OTAN également et l'état de préparation de l'OTAN. Général, à propos des relations et de l'OTAN, il y a des compléments, des actions complémentaires possibles entre les différentes armées. Amphibies, par exemple, je crois. Les opérations amphibies. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Vous avez parlé des opérations amphibies, mais je voudrais ajouter un petit mot à ce qu'a dit mon camarade belge, qui a bien sûr tout expliqué et j'ai vraiment rien ajouté. Je voudrais simplement souligner, parmi toutes les nouveautés qui vont démarrer, disons, de cette nouvelle posture de l'OTAN, il y a la force, l'ARF, cette force de réaction rapide de l'OTAN, qui sera sous commandement italien pour 3 ans, avec tous les pays de l'OTAN. Et c'est vraiment la démonstration pratique de la volonté de l'OTAN d'être sérieuse comme c'était toujours. Et donc c'est vraiment un challenge, un défi qu'on a mené au niveau multinational. Et à partir du 1er juillet, donc dans quelques jours, elle va commencer. Et c'est vraiment une composante très importante de la nouvelle posture de l'OTAN. Et donc, moi, ce que je voulais faire avec vous, c'était parler un peu des relations, des jumelages, peut-être parfois, entre des compagnies ou des bataillons italiens et français. Il me semble qu'il y a un jumelage, notamment de la 27e BIM, avec la brigade alpine. Je ne me trompe pas? C'est bien ça? Vous ne vous trompez pas. On vient d'en parler, d'ailleurs, parce que c'est un jumelage qui a déjà, ça remonte à 2013-2014, donc ça fait déjà une dizaine d'années, qui a une expérience opérationnelle au Liban, où on a été ensemble. Mais on est en train de réfléchir avec Pierre à la façon dont pouvoir progresser dans cet jumelage, comment pouvoir aller vers une majeure intégration
du point de vue capacitaire, du point de vue structurel et du point de vue opérationnel, bien sûr. Je ne sais pas si Pierre veut ajouter quelque chose sur ce sujet. Et ça reste au niveau, par exemple, de ces 2 brigades ou est-ce que ça pourrait toucher d'autres régiments? Alors, deux façons de répondre à votre question. La première, c'est que finalement, cette relation bilatérale entre armées, elle a besoin d'être incarnée. Oui. Et donc, le fait de binômer des unités à différents niveaux, c'est une des bonnes façons de créer cette connaissance mutuelle qui doit être le moteur pour ensuite avancer vers des coopérations plus approfondies. Et donc, nous avons l'Italie et la France. Chacune de nos armées a une brigade de montagne qui sont sur des terrains, sur des cultures qui sont extrêmement proches. Et donc, historiquement, et d'ailleurs c'est né finalement de la volonté des commandants de ces brigades qui ont mené des échanges de niveau officier, etc., qui est venue l'idée d'agrémenter ou d'aller plus loin que ces échanges d'officiers sur des exercices en commun, toujours dans la perspective de un jour pouvoir proposer des engagements en commun en opération. C'est ça le but. Mais c'est aussi un moteur d'approfondissement et c'est peut-être, même si le lien n'est pas aussi direct, parce qu'il y a cette connaissance mutuelle entre nos 2 brigades qu'aujourd'hui nous allons aller plus loin sur nos divisions. Et donc la 3e division française de Marseille va accueillir un officier général italien comme adjoint de cette division. Et nous allons mettre en place dans la division de Florence un adjoint français. Et ce sont donc des moteurs de ces coopérations. C'est pour quand ça? Pour cet été, la mise oui. en place de ces généraux de manière croisée. C'est ce que vous disiez, finalement c'est une question d'homme, de rapport d'homme, d'après ce que vous nous avez décrit en fait. Voilà, alors ces questions d'hommes, elles sont importantes et il faut les développer, même si ces questions d'hommes, elles doivent amener à davantage de coopération. Et tout à l'heure, vous avez parlé du New Force Model de l'OTAN, de la nouvelle organisation de l'OTAN, oui. Qui est le 2e versant de cette question de coopération. Finalement, l'OTAN, aujourd'hui, se dit, c'est pour de vrai. Nous devons nous organiser pour de vrai. Nous devons avoir des plans de défense exécutables. Donc, au lieu d'avoir finalement des réservoirs de force un peu indifférenciés et puis on construira quand ce sera nécessaire les forces à déployer, on va essayer de construire dès le temps de paix des forces qui seraient déjà préparées, qui se connaîtraient pour être engagées en opération. Et donc l'OTAN nous pousse, nous nations, à dire tiens, quelles sont les nations avec qui vous iriez plus naturellement parce que vous avez des complémentarités, parce que vous connaissez, parce que vous êtes sur certaines zones. Eh bien donc avec la Belgique, c'est clair que cette question CAMO qu'on a évoquée tout à l'heure, qui ouvre la voie à une coopération, nous on la propose au niveau politique pour dire tiens, niveau politique, est-ce que ça ne vous intéresserait pas que la division française qu'on a promis à l'OTAN, elle ait une brigade belge? Et avec l'Italie, nous avons également avec la Grande-Bretagne une réflexion. 3 grands pays de l'arrière de l'OTAN. Est-ce que, au titre de l'OTAN, nous n'aurions pas ou nous ne pourrions pas fournir cette capacité de réaction rapide dont a parlé Carmine sur de réaction de l'OTAN, mais aussi des corps. Et donc nous sommes en train de réfléchir à fournir à l'OTAN des grandes unités qui seraient binationales ou trinationales. Et c'est donc un autre versant de cette coopération par pays qui se déploie dans la grande coalition OTAN. Alors moi j'étais frappée lors de son discours d'inauguration, le ministre des Armées a dit, vous me corrigez si je me trompe, que en fait, les pays de l'OTAN avaient perdu en interopérabilité par rapport à ce qui existait au temps de la guerre froide. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Enfin, j'imagine que c'est vrai puisqu'il l'a dit, mais concrètement, est-ce que c'est si flagrant que ça ou pas? Oui, c'est flagrant, dans le sens où au temps de la guerre froide, l'engagement auquel se préparait l'OTAN, il était extrêmement connu. Ouais. On savait quelles étaient les forces du pacte de Varsovie qui étaient susceptibles d'attaquer, sur quel terrain elles allaient attaquer, et on connaissait même leur tactique ou leur stratégie, même si elles allaient tenter de nous surprendre. Et donc, préparer très précisément un engagement dans un terrain donné à un moment donné, ça permettait de rentrer dans un détail très très fin, jusqu'aux dernières munitions à percevoir, etc., etc. Puis il y a eu une autre époque, heureuse,
de la fin du pacte de Varsovie qui a permis à l'OTAN de finalement faire face à d'autres types de menaces et beaucoup plus polyvalentes. Mais cette polyvalence, elle s'est payée par le fait que, étant capable de répondre à des spectres beaucoup plus larges, on a été moins dans le détail pour chaque spectre. Et donc aujourd'hui, puisque nous retournons vers une notion de pour de vrai, face à une menace à l'Est, nous retrouvons ce besoin de nous coordonner jusque dans les plus fins détails et d'être capable de nous rejoindre, de travailler ensemble très très rapidement. Et ça demande donc une interopérabilité qui descend plus loin dans le détail. Vous l'avez constaté vous aussi? Oui, certainement. Donc c'est en effet flagrant. Il faut vraiment travailler sur ce sujet de l'interopérabilité. Pour l'instant, les armées de l'OTAN, les armées de l'Union européenne ne sont plus capables de se parler entre elles. Les radios sont différentes, les moyens cryptographiques sont différents. Et donc c'est un réel problème. C'est un réel enjeu de retrouver une interopérabilité minimale afin que nous puissions nous parler, que nous puissions échanger des données. Dans un cadre de conflit majeur en Europe, je ne pense pas qu'un pays, quel qu'il soit capable d'agir tout seul. Ce sera toujours en coalition au sein de l'OTAN, avec des formations, quel que soit leur niveau, bataillon, brigade, division, au sein de formations plus grandes d'un autre pays. Mais il serait quand même question que ces formations puissent se parler entre elles. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, mis à part la bonne vieille méthode d'échange d'officiers de liaison avec les radios nationales qui vont bien. Mais donc, on parle d'une méthode de la Deuxième Guerre mondiale, je vais dire. Hein. Ouais. Donc, il faut absolument progresser là-dedans. Je pense qu'il y a un problème aussi d'interopérabilité des munitions. Oui. Où ce n'est pas parce que vous avez une munition d'un bon calibre qu'elle peut être utilisée par n'importe quel système d'armes de ce calibre. Donc, il y a un vrai travail à faire aussi dans ce domaine-là. Je pense qu'en Ukraine, c'est un cauchemar logistique pour l'instant en termes de munitions. Donc, certainement qu'il faut retravailler là-dessus, se réapproprier ces méthodes que nous connaissions très bien lors de la guerre froide et que nous avons un peu perdu vu le type de munitions que nous avons été amenés à remplir, le type d'opération que nous avons été amenés à conduire ces derniers temps. Oui, je voudrais pousser un petit peu la réflexion. Oui. Tout ce qui a été dit, c'est bien sûr vrai, et je souligne intégralement ce qui a été dit. Mais c'est grâce à l'interopérabilité qu'on a eu jusqu'à la chute du mur de Berlin, qu'on a pu faire face à la guerre en Afghanistan, à la crise dans les Balkans, parce qu'on se connaissait très bien et on a utilisé dans ces opérations les procédures otaniennes. Bien sûr, avec le temps, on a commencé à oublier toutes ces procédures. Et donc maintenant, le moment est venu pour faire de vrai, comme Pierre l'a dit. Il faut retourner à la période avant la guerre froide, parce qu'il faut vraiment des procédures et des détails dans la planification qui seulement la guerre froide nous avait donné et qu'on avait un peu, j'utilise un mot un peu fort, perdu pendant les opérations de soutien à la paix. En même temps, il ne faut pas perdre la flexibilité que les opérations de soutien à la paix nous ont fait apprendre et l'expérience qu'on a eue de la capacité de faire face aux imprévus qui était vraiment ce qui se passait chaque jour dans les opérations de soutien à la paix. Avant de vous laisser conclure, Général Schill, quel est votre programme là, de la journée ? Alors aujourd'hui, c'est la journée de l'armée de terre française au Salon. Donc j'espère que tout le monde est orienté vers l'armée de terre française au Salon. Mais donc armée de terre française, ça veut dire aussi armée de terre belge, puisque Scorpion, on l'a dit, Camo, c'est un programme en commun. Et évidemment, c'est une question, c'est pas exclusif des rapports avec les autres. Si vous deviez conclure cet entretien, qu'est-ce que vous diriez, Général, en fait ? Sur quoi vous mettriez l'accent ? Ouais, c'est pas facile, je sais, mais... Non, mais si je dois conclure, je vais revenir à mon propos initial. Vraiment, de manière très grave, il y a un moment, il y a des défis énormes, géopolitiques. Ouais. Nous devons y répondre. Pour ce qui est de ma responsabilité de chef de l'armée de terre française, on est en train de transformer l'armée de terre française pour répondre à ce moment. Je suis sûr que c'est aussi la préoccupation de mes camarades. C'est ce que fait l'OTAN, vous en avez parlé aujourd'hui. C'est ce que doit faire l'industrie. C'est ce que fait l'industrie.
Et c'est ce qu'elle doit faire. C'est pas très facile parce qu'encore une fois, et c'est physiquement visible sur le stand institutionnel français, il y a ces grands programmes qui demandent du temps et de l'anticipation. On ne peut pas y couper. C'est comme ça qu'on construit l'avenir. Mais il y a besoin de pouvoir saisir les innovations du moment, le bouillonnement de toute cette évolution extrêmement rapide des tactiques, des techniques, etc. pour nourrir ces grands programmes. Et ça, c'est un vrai défi. Mais le défi, il est important. Il ne faut pas qu'on le rate. Écoutez, je vous remercie infiniment tous les trois de nous avoir accordé cet entretien. Et puis je vous souhaite une bonne journée alors, pleine de démonstrations, en tout cas de l'armée de terre française, peut-être vous devez connaître, mais bon, j'imagine que vous allez faire un saut. Bien sûr. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci.